Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous, 0826 300 300 pour réagir. Nous allons parler de la réforme des retraites. Auparavant, je vais prendre Vincent qui devait participer à notre première demi-heure autour des récentes déclarations qui datent de ce matin de Vladimir Poutine. Vincent qui va réagir, ensuite j'ouvrirai le dossier de la réforme des retraites jusqu'à midi avec nos trois invités. Bruno Millienne qui est député MoDem, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, bonjour. Sébastien Jumel qui est député communiste de Seine-Maritime, membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée, bonjour. Et Cyril Chabagnier qui est le président de la CFTC, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les trois pour nous parler de cette réforme des retraites. Y aura-t-il réforme, n'y aura-t-il pas réforme? À mon avis, il y aura réforme puisque le président de la République souhaite qu'il y ait réforme. Nous allons voir comment. Mais revenons sur les déclarations de Vladimir Poutine avec Vincent dans l'Hérault. Vincent, vous vouliez vous exprimer sur le sujet. Allez-y. Bonjour Vincent. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais alors, je voulais dire beaucoup de choses, mais quand j'ai écouté votre invité, j'ai trouvé ça impressionnant parce qu'il nous parle de la révolution de Maïdan. Tout le monde sait qu'elle a été financée par les Américains. Il y a encore les vidéos où il y a en Amérique, ou ma chaîne des députés là, ou de l'Assemblée, je sais pas comment ça s'appelle, ils votent 10 milliards pour aider la révolution. Donc l'État qui est là-bas, le gouvernement qui est là-bas n'est pas vraiment légitime. Et je pense que Vladimir Poutine se défend. Et là, on est en train de mettre de l'huile sur le feu. Lui, il est en train de mobiliser toute sa population parce qu'il sait qu'il va y avoir la guerre. Mais par contre, est-ce que les jeunes Français ou les jeunes Allemands ou Espagnols ou Européens iront faire la guerre? Est-ce que vous pensez que les jeunes Russes ont envie de faire la guerre, Vincent? Pas plus que les jeunes Français, les jeunes Allemands ou les jeunes Espagnols. Tout le fond du problème est là, Vincent. Je ne connais pas les jeunes Russes. Je connais les jeunes Français, par contre. Oui. Et quand on voit que dès qu'ils n'ont plus de réseau Wi-Fi, ils sont en PLS. Ça, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'ils aillent faire la guerre. Non, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle l'Occident envoie des armes, parce que l'Occident sait très bien qu'aucun jeune occidental aujourd'hui n'irait mourir, ou très peu, n'irait mourir là-bas en Ukraine. Mais c'est évident. Mais Vincent, sur l'origine, on n'est pas là pour savoir qui a lancé au départ les hostilités. La réalité aujourd'hui, c'est que il y a une situation qui est une situation inquiétante. Il y a des déclarations de Vladimir Poutine. On analyse depuis ce matin, on essaie de réfléchir d'une manière lucide et sereine autour de ce qui se passe. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi Vladimir Poutine prend la parole. On a expliqué, il prend la parole parce que il connaît des revers militaires qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés au départ, c'est-à-dire renverser le pouvoir à Kiev. Aujourd'hui, il a des difficultés militaires. Donc, que fait-il? Il essaie de trouver des solutions, à la fois pour mobiliser son peuple, à la fois pour expliquer que si jamais les territoires annexés sont attaqués par l'Occident, eh bien, il sera dans l'obligation de répliquer militairement. Voilà la situation, répliquer militairement. Mais cette menace de l'utilisation de l'arme nucléaire, elle n'est pas nouvelle dans la bouche de Vladimir Poutine. Il a simplement franchi un palier supplémentaire. Comment doit-on réagir? Pour l'instant, l'Occident n'a pas vraiment réagi. L'Occident me fait la guerre, dit Vladimir Poutine. Je me défends. Voilà le discours de Vladimir Poutine. Après, je ne suis pas là pour prendre position. Nous sommes là pour essayer de comprendre la situation, qui est difficile à comprendre, c'est vrai, mais que l'on doit analyser au maximum pour éviter de partir dans des postures qui sont souvent dangereuses lorsqu'il s'agit de conflits larvés. Merci Vincent de nous avoir appelés. Vous réagissez d'ailleurs sur l'Ukraine, vous continuez, n'hésitez pas sur l'Ukraine, sur les déclarations de Vladimir Poutine, vous n'hésitez pas ici au 0826 300 300. Bien.
Nous allons parler de l'âge de la retraite, enfin de l'âge de la retraite, du sujet de la réforme de la retraite. Emmanuel Macron, c'est clair, veut la relancer, cette réforme. C'est une décision imminente. Moi, j'ai écouté le ministre du Travail, comme vous d'ailleurs, Olivier Dussopt, nous devons travailler plus, cela veut dire être plus nombreux à travailler. Voilà, bon, ce qu'il a dit. Alors, quelles sont les options? Repousser l'âge légal de départ à la retraite, allonger la durée de cotisation. Je pose une question supplémentaire. Est-ce que cette réforme est indispensable? Quelle initiative le gouvernement va-t-il prendre pour essayer de faire adopter sa réforme? Messieurs, donc, première question. Le gouvernement veut cette réforme. Vous êtes tous les trois d'accord? Il veut une réforme. C'était dans ce programme présidentiel. Oui, c'était dans le programme présidentiel en 2017. Ça l'est aussi en 2022. Donc oui. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Là, il n'y a pas de surprise. Écoutez, il semble que Emmanuel Macron n'ait renoncé à rien. Jumel. Oui. Mais que les conditions politiques ne sont plus les mêmes. D'abord, vous avez le contexte, un état de crise sans précédent, le pouvoir d'achat en berne, l'énergie qui fait mal aux vies, la crise en Ukraine. Oui. Et voilà que le président de la République fait comme s'il avait une majorité de Playmobil à ses ordres pour mettre en œuvre ces réformes à pas cadencer. Eh ben non, le Parlement n'est plus le même. Ça ne vous a pas échappé, Monsieur Bourdin. Et le Parlement revendique le fait de se poser sur les dossiers, d'avoir son mot à dire. Et donc aujourd'hui, regardez, nous sommes trois. Le MoDem, un leader de la CFTC et un député communiste. Le front syndical est opposé à cette mauvaise réforme. La majorité n'est plus aussi solide et solidaire qu'avant. Bayrou gonfle le torse et dit cette réforme au forceps, je ne veux pas. Et la NUPS, le large rassemblement à gauche, dit nous créerons les conditions pour nous opposer à cette réforme. Donc les conditions politiques ne sont plus réunies. Macron a une parole qui a perdu en valeur. Ça n'échappe à personne. Et donc moi je pense que cet acte d'autorité va se heurter au mur du refus. Cyril Chabagnier, vous êtes directement concerné. Vous êtes le président de la CFTC. Cette réforme, Emmanuel Macron la veut. Enfin, cette réforme, une réforme, parce qu'on ne sait pas quelle réforme. Est-ce qu'il faut réformer le régime des retraites? Je vous pose la question. Mais nous, à la CFTC, on a toujours dit qu'il fallait réformer le système des retraites. Aujourd'hui, il y a une urgence à réformer. Non, il n'y a pas une urgence à réformer et il n'y a pas une urgence à le faire comme le président l'a prévu de le faire. Mais il y a deux questions qui sont différentes. Si vous me posez la question à savoir si le système de retraite aujourd'hui est un système juste, non, le système aujourd'hui n'est pas un système juste. On sait qu'on a quelques difficultés budgétaires, mais le rapport du corps nous dit qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il va falloir prendre des mesures. Pas d'urgence, mais à moyen terme ou à long terme, il faut réformer. Il y aura des déficits. On peut d'ailleurs discuter du rapport du corps parce qu'il y a certains diagnostics sur lesquels on ne partage pas, mais moi je ne remets pas en question. Il y aura du déficit, donc autant prendre l'affaire à bras-le-corps, non? Mais on peut prendre l'affaire à bras-le-corps. On a toujours dit qu'on était prêt à discuter sur les retraites. Mais premièrement, on discute sur les retraites, donc on fait un dialogue social, donc on passe pas par un amendement dans le PLFSS en force. Oui, ça on va y venir sur la manière. Deuxièmement, avant de travailler sur l'âge, on travaille sur un système plus juste, c'est-à-dire on parle de l'emploi des seniors, on sait que la moitié arrive à la retraite, ils sont déjà plus en activité, on parle de la pénibilité, on parle des carrières longues, on parle des conditions de travail, on parle des retraites minimum, et une fois qu'on a traité ça et qu'on a réussi à construire un système plus juste, on parlera de l'âge. C'est pas un tabou, mais l'âge, il ne peut être que la résultante de tout le reste. Pour vous, c'est pas... On ne peut pas commencer par l'âge. On ne peut pas commencer par l'âge. Repousser l'âge légal. Sinon, c'est une réforme paramétrique et on ne change absolument pas les inégalités du système actuel. On peut parler de la durée de cotisation aussi. On peut en parler aussi, bien sûr. Ça revient au même. Hein. Vous êtes oui, ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même. Pas tout à fait, mais bon. Une réforme peut être ne peut être acceptée que si elle est juste. Donc d'abord, on fait en sorte qu'elle soit juste, et après, on voit comment on la finance. Mais pour ça, on se met autour de la table et on se précipite pas. Donc la différence avec la CFTC, oui, vous allez prendre la différence avec la CFTC. Sébastien Jumel, la CFTC veut une réforme. Non mais elle n'est pas contre une réforme. Mais pas forcément demain, et pas en urgence. Non, pas en urgence, mais pas contre une réforme. Si vous écoutez bien, on a un diagnostic partagé. D'abord, le corps dit 900 millions d'euros d'excédent en 2021, 3,2 milliards en 2022, donc l'urgence de la réforme n'est pas là. Sébastien sur Jumel, le fond maintenant, juste sur le corps, puis on va passer. On reproche souvent au gouvernant de ne pas prévoir. Oui. Souvent. Oui. Et dans de nombreux domaines. Là, le gouvernement, je suis pas là pour défendre le gouvernement, Emmanuel Macron dit il faut prévoir l'avenir.
dans l'avenir, il y aura des déficits. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut réformer. Eh bien, nous avons des propositions, nous, pour s'attaquer au déficit tel qu'il est mis en perspective. Lorsque le gouvernement décide, dans le quinquennat précédent, 70 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, il plombe les finances du régime de retraite. Lorsque le gouvernement ne s'attaque pas à la question de l'égalité homme-femme, il ne permet pas des recettes supplémentaires. Lorsque le gouvernement, dans la loi pouvoir d'achat, refuse, quand tout augmente, d'augmenter les salaires, il ne prévoit pas, il ne permet pas des recettes supplémentaires pour notre régime de retraite. Donc nous portons des propositions de réforme pour pérenniser la retraite par répartition à taux plein, mais pour prendre en compte une chose, je termine par là. Vous savez, l'espérance de vie des Français, selon qu'ils soient riches, en bonne santé, ou pauvres et misérables, n'est pas la même. Il y a un écart entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches pour les hommes de 13 ans et de 10 ans pour les femmes. C'est ce qui fait que nous, on parle d'un projet de réforme pour les morts. Vous savez, ce slogan de 1910 de la CGT, il disait c'est une retraite pour les morts. Parce que si on les entend, les libéraux, eh bien les gens vont mourir avant de prétendre avoir le droit à la retraite. Et c'est pour ça que nous n'en voulons pas. Elle est injuste, cette réforme. Bruno Mélienne. 2 points, la forme et le fond. Sur la forme, le passage en force, vous avez vu la réaction à la fois du groupe démocrate à l'Assemblée et du patron du Modem, François Bayrou. Sur la forme, on est contre. Il n'y a pas de passage en force, on ne peut pas passer en force, on ne peut pas se contenter juste d'un artifice paramétrique pour réformer les retraites. Ça veut dire pas de passage en force, ça veut dire pas question de glisser un amendement dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Ça n'a pas de sens. Vous êtes le porte-parole du Modem, vous dites non. Absolument. À cette solution. Sans aucun problème, parce que ça n'a pas de sens. On est tous pour une réforme des retraites. On verra si le Modem tient bon. On a des différences, évidemment, avec les communistes. Moi, je me rapproche, évidemment, un petit peu plus de la CFTC. Si on doit faire une réforme des retraites, elle doit être systémique, pas seulement paramétrique. L'injustice de notre système de retraite, aujourd'hui, qui nous a bien servi pendant 70 ans, aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, vous voyez les carrières hachées. Moi, j'ai des exemples dans ma famille de gens qui ont travaillé avec des emplois précaires pendant 3 ans et qui n'ont pas atteint le seuil de cotisation pour prétendre à valider des trimestres, c'est 3 ans de perdu. Enfin ça peut pas durer, pas aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on avait prévu, et on est des partisans, nous, de la retraite par points. Pourquoi ? Parce que la retraite par points, chaque heure travaillée donne droit à cotisation. Donc vous évitez toutes les injustices qu'il y a au cours de la vie. Je rejoins Sébastien sur certains points, l'égalité homme-femme, c'est important, il faut qu'on y arrive. Mais après, on n'a pas les mêmes finalités que les communistes. On défend pas les mêmes, en fait. On défend un peu les mêmes quand même, parce que quand vous faites la retraite par points, Sébastien Jumel, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. On défend. Et puis il y a des choses qui sont nuances. La retraite par points. Des nuances donc, ici. Pour revenir sur ce que disait notre collègue de la CFTC, c'est pas l'âge. Oui. Ce n'est pas l'âge au départ qui compte. C'est pas ça. C'est de réformer le système de retraite, de faire tout ce qu'on doit faire pour le rendre plus juste, de travailler sur la pénibilité des métiers, notamment avec la retraite par points, pouvoir donner des bonus aux filières les plus pénibles afin qu'ils puissent partir plus tôt. D'accord ? De travailler tout ça. Après, on nous avait reproché, je me souviens, la réforme en 2020, qu'on était incapable de donner le montant du point d'indice. Mais le point d'indice, il doit se calculer avec les organisations syndicales de manière paritaire, même si le gouvernement veut pas lâcher la main. Vous comprenez bien que tout ça ne se réglera pas avec un amendement. Voilà, donc tout ça peut pas se régler avec un amendement. Pas d'amendement, vous direz non, vous refuserez. Vous ne voterez pas. Ah mais moi, à titre personnel, de toute façon, j'avais décidé de ne pas le voter. Et pour l'instant, le mouvement, il y a rien qui change. Que savez-vous du gouvernement? Que savez-vous de la volonté du gouvernement et du président de la République? Il y a eu un petit déjeuner ce matin, je pense que le président de groupe y était, il est resté sur les positions qu'on a données hier en conférence de presse. Et que dit la majorité? La majorité, on vous voyait bien, même au sein de... Moi, je ne peux pas parler à la place de Renaissance, mais si j'en crois ce que disent les journaux, c'est partagé quand même, il y a 3 tiers. Il y a un tiers qui est radicalement pour, il y a un tiers qui est radicalement contre, et un tiers qui ne sait pas. Donc, mais, enfin, moi je comprends pas... Ça sera tranché quand ? Il faut que ce soit tranché vite. Moi, j'ai une proposition pour le président Macron, s'il veut. Le texte, on l'a voté avec le 49.3 en 2020. Il a qu'à le présenter au Sénat. Après tout, nous sommes dans un régime parlementaire. Continuons le travail. Bien. C'est surréaliste. 11h18, vous êtes sur Sud Radio. La réforme des retraites, éventuelle réforme des retraites, Cyril Chabagnier, j'ai une question claire. J'ai entendu Laurent Berger dimanche dire, c'est catégorique, si jamais cet amendement est glissé dans le projet de loi financement de la sécurité sociale, il n'a pas dit que nous descendrons dans la rue, mais c'était presque ça. Et vous ?
Mais que ferez-vous si cet amendement... C'est clair, si c'est adopté dans le PLFSS, au moment où c'est adopté, on appuiera sur le bouton pour aller dans la rue. Pour aller dans la rue. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et non seulement on ira dans la rue par rapport à ça, mais ensuite on arrêtera les négociations sur d'autres sujets. On quittera le CNR puisqu'on a pris nous nos responsabilités et nous sommes allés au CNR avec en plus une réunion qui s'est plutôt bien passée et présidé par François Bayrou. Présidé par François Bayrou, oui. et un président qui nous a dit on fait une autre méthode, on se parle vrai pour reprendre le nom de votre émission. Oui. On se fait confiance, on rétablit une question de confiance. Donc banco, on y est allé. Mais on ne peut pas d'un côté nous parler de confiance, de dialogue social, de travail en commun, de sérénité, et à côté de ça, nous faire un coup en douce avec un amendement dans le PLFSS. Donc si on veut de la confiance, on arrête ça, et sinon le lendemain on sera dans la rue. Clairement. Pas d'amendement dans le PLFSS, vous êtes tous d'accord autour de la table. Absolument. Là déjà, sur ça au moins. Sur ça, la solution du projet de loi, reprendre le texte d'avant Covid. Oui, d'avant Covid. Bruno Millienne, c'est cela. Oui, en essayant de le travailler. Moi, je pense qu'il y avait les écueils qu'on a connus sur ce texte, ils sont assez simples. Alors, je ne sais pas si ce sera partagé autour de la table. Il y avait d'abord l'histoire de faire une retraite universelle, c'est-à-dire d'unifier tous les régimes de retraite. On est, je pense, aller trop loin dans la réforme à ce niveau-là, parce que c'est plus ou moins faisable. Essayons déjà d'unifier ce qu'on peut unifier, puis on verra pour le reste. Il y avait ça, et puis il y a l'âge pivot. Mais encore une fois, l'âge est un irritant total, alors que pour moi... Ça n'a aucun sens, l'âge, non ? Pour moi, âge légal de départ. Pour moi, ça n'a pas de aucun sens. sens, puisque chaque cas est particulier. Absolument. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai essayé d'être plein de bon sens. Excusez-moi, mais tout dépend je vais vous dire pourquoi il parle de l'âge légal. Parce qu'on a un véritable problème en France qui est l'emploi des seniors. On est les plus mauvais en Europe. D'ailleurs, on ne réglera pas les retraites si on ne règle pas l'emploi des seniors. Tout à fait. Ça c'est vrai. Il y a une donnée qui est presque mathématique et mécanique qui fait que quand on recule l'âge légal, les entreprises font partir leurs salariés un peu plus tard. Donc, en fait, presque mathématiquement et mécaniquement, avec toutes les questions, conditions de travail, santé, j'en parle même pas, mais il y a le raisonnement que mécaniquement, on améliore un tout petit peu l'emploi des seniors. Et le raisonnement s'arrête là et que là, ce qui est quand même assez problématique. Félix Mathieu, quel âge légal idéal pour partir en retraite ? Les Français ne sont pas enthousiastes à l'idée d'une réforme des retraites et surtout d'une réforme de l'âge légal. Oui, les trois quarts des Français situent l'âge de départ idéal à 62 ans ou moins 62 ans, soit effectivement le seuil en vigueur actuellement. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour Alta Profit, une société de conseil en gestion de patrimoine. On a même 11% des sondés qui voudraient partir avant 60 ans et 37% à 60 ans tout pile. Et un détail intéressant d'ailleurs, les réponses varient beaucoup en fait selon tout simplement l'âge de la personne qui répond. Ceux qui sont déjà en retraite se prononcent davantage en faveur d'un âge de départ plus tardif pour les suivants. À l'inverse, on a les plus jeunes qui sont massivement partisans d'un départ en retraite au début de la soixantaine. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on a envie de partir à la retraite tôt, et plus on avance en âge, et moins on a envie de partir à la retraite tôt. Ça vous surprend ou pas ? C'est surtout quand on n'est pas concerné. Mais non, mais c'est... Il y a d'abord un sujet. Les Français sont très attachés à ce qui fait le socle de notre modèle de protection sociale, le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Deuxièmement, les Français ne sont pas des imbéciles. Ils savent que, à partir, selon les métiers qu'on a, ATSEM, aide-soignante, verrier au bouchot chez moi dans les verreries, et gouttier, et boueur, l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même, et que même s'ils rêvaient de travailler plus, les corps ne suivent pas. Les corps ne suivent pas. Et puis ensuite, la CFTC le dit. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les plans sociaux ? Lorsqu'il y a plans sociaux, les entreprises licencient en priorité les seniors, ceux qui ont un niveau de salaire plus élevé. Et qui coûtent cher à la société qui est confrontée à des difficultés économiques. Donc il y a là une anomalie. Ensuite, les Français sont cohérents, c'est-à-dire qu'ils étaient opposés au texte de fin de mandature. Et donc, l'idée farfelue de mon collègue Minième n'est évidemment pas à l'ordre du jour, parce que le président de la République lui-même, pendant la campagne, a critiqué la réforme de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, en disant qu'elle n'était pas opérante. Bien. Vous voyez tout le sujet, c'est pas effectivement le départ. C'est pas l'âge de départ. C'est ce que disait la CFTC, c'est que vraiment, on a
un problème en France sur les seniors, et il faut vraiment travailler sur l'emploi des seniors. Si demain on arrive à un taux plein sur l'emploi des seniors, je pense qu'on aura moins de problèmes de financement des retraites. Oui. Et puis l'âge de départ à la retraite, il faut quand même que les gens le sachent. Enfin, moi je ne veux pas prendre mon exemple, mais si je prends mon exemple, aujourd'hui, alors que je suis né en 59, que je travaille à taux, j'ai pas de trou dans ma carrière et j'ai commencé à travailler à 21 ans, à taux plein, en comptant à la fois la retraite de la sécurité sociale et la complémentaire, je ne pars qu'à 67 ans. Moi, je refuse de partir à 62 ans avec une décote. Qui en plus peut être pérenne, on a vu ça. Donc c'est ça, donc il faut être clair, ça n'existe pas l'âge de départ à la retraite à 60 ans ou à 62 ans ou à 64 ans, ça dépend des métiers. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes conditions de travail. Donc il faut agir sur la durée de cotisation. J'étais dans le privé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Non mais pour terminer, effectivement, il faut travailler à la fois sur l'emploi des seniors et sur la pénibilité. Bien sûr que c'est pas normal que quelqu'un qui a une expérience de vie à la retraite 15 ans inférieure à un autre à sortir toute réforme d'un travail sur la pénibilité. Mais c'est obligatoire, ça fait trop longtemps qu'on ne travaille pas dessus. Évidemment. Et vous savez, deux personnes qui travaillent et qui ont 15 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé. Au bout d'un moment, il faudra que tout le monde accepte que ces deux personnes ne peuvent pas partir au même âge à la retraite. Je veux dire, mais ça sera juste et ça sera compris, ça sera accepté. Bon. Donc pour que, voilà, c'est assez simple. Il est 11h28. On va prendre Pierre qui veut réagir et participer à notre débat. Pierre qui nous appelle du Tarn-et-Garonne dans un instant. 11h28. Passionnant. La réforme des retraites. Faut-il une réforme des retraites? Quelle réforme des retraites? Instaurer la retraite par points, c'est ce qui était engagé et ce qui a été stoppé. Pierre est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Merci vraiment d'être avec nous, Pierre. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la retraite? Moi, je dis que 62 ans, bon, c'est très bien. Celui qui a ses annuités, il part à 62 ans. Celui qui ne les a pas, eh bien, il continue. Et je crois que... moi, j'ai pris ma retraite à 60 ans. Ça allait très bien. Je n'aurais pas eu mes annuités, j'aurais continué. Mais pourquoi imposer de partir à 67 ans, alors que, sachant que nous pourrons travailler à un plafond de 70 ans. Alors, en ce moment, c'est ça. Donc, pourquoi imposer de partir à 67 ans? 62 ans, moi, je dis que c'est très bien. Celui qui n'a pas ses annuités, eh bien, il continue, s'il a envie. Et celui qui a ses annuités, s'il veut arrêter, il arrête. Alors, je ne comprends pas tout ce... Bon, qu'il y a, 67, vous allez dans le sens de Bruno Millienne, de Sébastien Jupin, de tout le monde, là, et autour de la table. On est tous d'accord sur l'âge. Oui, je ne vois pas pourquoi il faudrait aller jusqu'à 67 ans, même ayant ses annuités. Voyez, parce que en fait, celui qui va avoir ses annuités à 62 ou 63 ans, eh bien, s'il continue pas, il va avoir une décote. C'est pas normal. Oui, pour que tout le monde comprenne bien. Si l'âge légal passe à 64 ou 65 ans, même en ayant ses annuités à 62 ans, on serait obligé de travailler jusqu'à 64 ans? Moi, c'est ça qui va pas, parce que si vous avez c'est ça qui va pas. C'est qu'on applique une décote. Oui, puisqu'on applique une décote. Est-ce qu'on applique une décote? Mais il y aurait une décote. Donc il y aurait une décote. Non, mais ce serait pas une retraite pleine. La décote, c'est ça. Ce que personne ne dit là autour de la table, que je veux redire, c'est que l'obstination du président solitaire de la République à vouloir porter cette réforme, c'est de répondre avec allégeance aux 3% de réduction de déficit public préconisé par Bruxelles. C'est essentiellement une mesure de hache financière pour répondre aux critères de convergence de Maastricht. Et donc c'est une mesure d'austérité dont on fait porter le coup sur la France qui travaille. Est-ce que ce n'est pas, sur Sébastien Jumel, une réponse? Oui, parce que comme l'État a engagé de nombreuses dépenses par ailleurs, et qu'il refuse de s'en prendre au superprofit. Il faut financer la transition écologique, les réformes de l'école, la réforme de la santé. Donc l'État se dit, on ne va pas en plus combler les trous dans le régime de retraite. Il refuse de prendre le pognon là où il est et il le prend sur les gens. Alors sur les super profits, Sébastien Jumel, vous pouvez pas dire ça. Il y a eu un texte qui a été engagé sur le pouvoir d'achat. Le but du texte était de remettre de l'argent dans la poche des Français. Les super profits seront sûrement étudiés dans le projet de loi de finances. Moi, je voudrais revenir sur le texte présent, la retraite par points. Vous, à la CFTC, vous étiez favorable au régime universel par points. Oui, on est favorable et on est toujours favorable à un régime universel par points, tout simplement parce que quand vous avez un système aujourd'hui où il y a quand même 42 régimes,
Oui. Serait-ce que mathématiquement, quand il y a 42 régimes, ça peut pas être égalitaire. Donc un système par points permet d'avoir un système qui est plus égalitaire. Après, on avait des grosses différences sur les modalités. Oui. Il y avait plusieurs choses avec la précédente réforme avec lesquelles on n'était pas d'accord Oui. et sur lesquelles il fallait agir. Mais oui, c'est un système qui sera plus égalitaire. Et de ce régime universel par points, on y ajoute la pénibilité. Il y a un sujet qui est très important aussi et qu'on avait quasiment obtenu dans l'ancienne réforme, c'est l'âge d'annulation de la décote. Parce qu'il faut quand même savoir, on parle toujours de l'âge légal, Oui. mais si vous n'avez pas vos annuités, c'est qu'à 67 ans qu'on annule la décote en France. Et on sait qu'on a 120 000 personnes chaque année qui vont jusqu'à 67 ans, parce que sinon, ils ont une décote. Et sur les 120 000 personnes, c'est 90 000 femmes. Parce que malheureusement, ce sont les femmes qui ont des carrières hachées, et mes collègues en parlaient tout à l'heure. J'écoute attentivement le président de la CFTC, et je sais qu'il aura beaucoup de mal à expliquer, y compris à ses syndicats, À ses adhérents. électriciens gaziers, qu'il faut revenir sur le régime spécial des agents EDF, qu'il aura du mal Ça se fait à expliquer à ses mandants marins-pêcheurs qu'il faut renoncer au régime spécial des marins qui cotisent à l'ENIM et qui ont un régime... Mais on peut donner plus... Quand on a exercé un métier pénible, on a plus de points. On a plus de points. La justice... Non, la justice, c'est pas ça la justice. L'équité, la justice consiste à traiter différemment des gens qui sont à situation différente. C'est exactement ce qu'on dit, Sébastien Jumel. Non pas de traiter d'une manière universelle des gens qui n'ont pas la même espérance de vie, qui n'ont pas les mêmes difficultés de travail. Si on a travaillé plus dur, on a plus de points. Qui n'ont pas le même niveau de retraite. Parce ça que, paraît logique, non? Vous savez, moi, les gens qui fréquentent ma permanence ne nagent pas dans le luxe, le calme et la volupté de ceux qui fréquentent les cercles autorisés de Matignon, l'Élysée. Ben, les adhérents de la CFTC non plus. Non, mais je ne m'adresse pas, en l'occurrence, aux syndicalistes. Je m'adresse à ceux qui fréquentent les palais dorés de la République. C'est pas mon cas non plus. Et ils ont des retraites de misère. Et donc la question du niveau de retraite, nous, on n'est pas pour le statu quo. On propose des modalités alternatives pour financer d'une manière pérenne notre système par répartition. On pose la question des exonérations de cotisations sociales. Je comprends pas pourquoi vous êtes contre le système à points. Je comprends pas. Parce qu'il est profondément injuste, qu'il est pas pérenne et qu'il est le virus de la rage qu'on inocule au système par répartition. Dites ça à tous ceux qui sont complémentaires à Agir-Carco, ils vous diront le contraire. Hein. Franchement, bien. Alors là, on a un vrai problème. Horatio est à Brive, en Corrèze. Bonjour, Horatio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire, Horatio? Déjà une chose, je dirais à toutes ces personnes qui veulent me faire travailler le plus tard possible, je leur donne un conseil, qui viennent prendre notre place au boulot, et ils vont savoir ce que c'est le travail. Quand on a un certain âge, par exemple moi j'ai 57 ans, bon pour l'instant ça va bien, aller décharger des camions, qui viennent de le faire. À 65 ans, qui viennent de le faire, qui nous le montre. Parce que c'est facile de parler, c'est très facile de parler comme ils parlent, eux. Parce que le travail physique, ils ne savent pas ce que c'est. Non mais vous ne nous écoutez pas, monsieur, on est d'accord avec vous. Hein. Non mais Horatio, tout le monde est d'accord, je pense, autour de la table, pour dire que quand on a exercé un travail pénible comme le vôtre, on ne doit pas se voir imposer un départ à la retraite à taux plein à 65 ou à 67 ans. Il n'en est pas question. Mais c'est parfaitement ça. Oui. Hein, c'est parfaitement ça. C'est aujourd'hui ce qu'on dit. Alors premièrement, on a dit qu'on voulait pas travailler plus longtemps. La deuxième chose qu'on dit nous à la CFTC, c'est que c'est la pénibilité qui doit déterminer quand est-ce qu'on part à la retraite. Et quand on a des métiers pénibles, on doit partir tôt. Et des personnes plus favorisées qui ont des métiers moins pénibles, peut-être que demain ils devront faire un peu plus, justement travailler un peu plus longtemps, justement pour que les métiers pénibles puissent partir plus tôt. Mais j'ai envie de dire à Horatio, pardon, aujourd'hui, dans le système actuel, oui, justement, c'est pas ceux qui ont les métiers les plus pénibles qui partent le plus tôt à la retraite. C'est ça le vrai sujet aussi. En tout cas, pas forcément et pas toujours. Et c'est ça qu'il faut corriger. Il faut que ce soit absolument les vrais métiers pénibles qui partent tôt à la retraite et pas forcément quelque chose qui est lié à son statut. Voilà. Vous savez, il y a un jeune chercheur de l'université de Nanterre qui vient de commettre un rapport et qui nous explique que, c'est pour ça qu'il parle de la retraite pour les morts, 5% des Français les plus pauvres meurent avant de prétendre bénéficier du bonheur de la retraite. Si on touche le paramètre de la durée de cotisation et qu'on allonge la durée de cotisation, on passera de 7% des Français les plus pauvres
qui mourront avant d'avoir le droit à la retraite. Et donc ça, derrière, c'est pas un débat de chiffres. C'est pas un débat de ratio, c'est pas un débat pour faire plaisir aux banques ou à Bruxelles. C'est un débat qui touche la vie. D'autre part, nous, on pense que la retraite est un moment qui peut être au service de la société pour cultiver le vivre ensemble, pour créer du lien, pour établir des relations entre les générations. C'est ça le sujet sociétal. Bruno Millienne, député Modem. C'est là que je ne comprends pas mon collègue Sébastien Jumel. Et pour répondre aussi à Horatio, moi j'étais même beaucoup plus allant sur la retraite par points, puisque je ne fixais pas, moi, dans mes calculs, je ne fixais pas d'âge légal de départ à la retraite. Après tout, vous cotisez, chaque heure travaillée donne droit à cotisation. Mais pourquoi vous avez 40 ans, vous récupérez que... Parce que c'est la loi qui protège. Enfin, non mais la loi Sébastien, si je peux terminer, vous avez 40 ans, vous savez que vous avez un capital, que ça vous rapportera que 50 € par mois, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ou 10 €, et après tout, vous en foutez, vous voulez vivre comme un ermite, partez à la retraite. Bon, on m'a dit que t'imagines bien que s'il y a une classe d'âge de 50 ans qui part tout d'un seul coup à la retraite à 50 ans, on va avoir un problème. D'accord. Donc c'est pour ça que peut-être il faut effectivement un âge minimal. Le système par points a un autre avantage, ça a été évoqué par un autre de vos auditeurs en disant, mais pourquoi on empêche, enfin c'est pas qu'on empêche, mais ceux qui veulent travailler plus longtemps, finalement il n'y a pas de bénéfice pour eux. Moi je discutais avec un médecin qui est prêt à prendre sa retraite, qui la prend pas maintenant parce qu'on a les déserts médicaux, il me dit, moi si je prends ma retraite demain, je ne reviendrai pas en arrière, parce que je refuse de revenir en arrière travailler et de payer des cotisations retraite dont je ne verrai pas la couleur. Ça s'entend. Oui. Bien sûr. Le système par points permet de rouvrir le compteur. Vous partez à la retraite et au bout de 2 ans, vous faites le constat que la retraite, c'est pas votre tasse de thé, vous voulez recommencer à travailler, vous voulez prendre une autre activité, le compteur se rouvre. Enfin, je rappelle que dans certains métiers, on a besoin d'emploi. On a besoin de personnes pour travailler. Et notamment, vous parlez du secteur médical aujourd'hui, et notamment chez les médecins, aujourd'hui, pour faire face à la pénurie, beaucoup de médecins âgés ont repris du service. Aujourd'hui. Non mais c'est quand même un contre-exemple. Enfin, évidemment que les déserts médicaux aboutissent à ça. Et d'ailleurs, il faudra qu'on réponde à cette question d'une manière plus forte en mettant fin à la liberté d'installation des médecins. Mais je reviens sur le sujet des retraites. Liberté d'installation, vous voulez mettre fin à la liberté d'installation des médecins? Moi, je suis pour territorialiser le numerus clausus, mettre les médecins là où il y en a besoin. Ouais. À l'Assemblée, il y a comme une espèce de consensus là-dessus aussi. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux à penser ça. Mais vous pensez, vous aussi, vous êtes d'accord? Il y a quand même une espèce d'aberration. D'aberration de penser qu'on a des déserts médicaux partout. Qu'on a libéré le numerus clausus et qu'on va rester bloqué dans un système que veut le Conseil de l'ordre de la liberté totale d'installation. On l'a fait pour les formations. Oui, il y a une majorité aujourd'hui pour ça. Moi, je suis plutôt pour. Vous êtes pour aussi. Modem, Parti communiste. Moi, personnellement, ça, pour le coup, j'en ai pas discuté avec mon groupe. Il y a un front commun qui commence à grandir parce que 12% des Français n'ont pas de médecin référent et si on ne fait rien, ils seront 20% à la fin du quinquennat. Et en plus, pour je reviens sur les retraites parce que la retraite par points, elle existe ailleurs. C'est quoi? C'est des salaires de misère cumulés avec des retraites de misère. C'est-à-dire des gens qui ont une retraite tellement faible qu'ils sont contraints d'additionner à leur retraite de misère un métier de misère. Et on met une retraite minimum dans ces cas-là. Voilà. Oui, mais tout ça n'était pas prévu dans le projet initial des libéraux. Et justement, c'est bien ça qui manquait. Et donc c'est pour ça qu'on a mis à la corbeille le projet. Et c'est pour ça qu'on a mis à la corbeille le projet. Oui, mais Sébastien Jumel, il demande à être enrichi ce projet. Et c'est pour ça que moi je voudrais bien que le Sénat le reprenne. Donc vous souhaitez, Bruno Millienne, qu'on reprenne ce texte. Il existe. Qui existe et qu'on l'améliore. Moi j'ai tout. C'est bien ça. Moi je propose qu'on coélabore avec les organisations syndicales à partir d'une feuille blanche la pérennisation de notre système par répartition. Bon. Il est 11h44. Vous appelez, n'hésitez pas, 0826 300 300. C'est passionnant, c'est passionnant. Il est 11h44, Sud Radio. À tout de suite. Il est 11h47, 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Pascal, qui est à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à tous. Vous êtes pilote de ligne, Pascal. Je suis redevenu plutôt instructeur. Et je voulais réagir sur des retraites parce que, moi j'ai commencé à 14 ans dans l'industrie, j'ai fait une aviation, j'ai pu aller vers ce métier. J'ai commencé jeune dans ce métier, heureusement, et on nous change la règle du jeu en cours de route. Quand on arrive à la fin, j'ai passé la cinquantaine. Vous avez quel âge, Pascal? Là, j'ai 57. Vous avez 57 ans, dans 3 ans, vous aurez 60 ans, mais à 60 ans, vous serez interdit de vol.
Eh ben non, on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'à 65, mais normalement, il y a un problème médical qui peut se poser. C'est ça que je vois aussi, c'est que si on n'arrive pas à aller, parce que bon, il y a l'histoire des oreilles, il y a les yeux, il y a notre organisme vieillit, quoi. Normal. Et on peut nous mettre pratiquement, on peut nous arrêter du jour au lendemain. On a un glaive au-dessus de la tête avec les visites médicales. Et qu'est-ce que l'on fait s'il y a 70% des gens qui n'arrivent pas à dépasser les 62 ans, comment on complète ? Ça, je me pose la question. En plus, autre problème, c'est que la caisse du personnel navigant, comme d'autres caisses, sont des caisses qui sont excédentaires. On a bien suggéré notre caisse de retraite, les stewards, les hôtesses, les pilotes et autres. Donc l'État va faire main basse sur ces caisses privées. Il y a des trucs qui m'échappent quand même. Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre parce que c'était un des sujets de critique de la loi de 2020 où effectivement on instaurait le régime universel des retraites. C'est-à-dire que tous les régimes, les 42 régimes qu'on avait, on les fondait en un seul. Là, je pense qu'on est allé trop loin et qu'il y a des caisses de retraite qui sont autosuffisantes. La preuve, il n'y a pas que, il y a les avocats, etc. Donc, moi, je pense qu'il fallait effectivement travailler sur ce texte pour enlever tous ces irritants et tous ces épineux et faire une retraite universelle pour les caisses qui se ressemblent et qui peuvent provoquer du déficit, mais pas aller taper dans ces caisses-là au départ. Voilà, c'est tout. Je trouve que l'été a été profitable pour le modem. On l'a toujours dit, Sébastien. Ils étaient comme un seul homme doigt sur la couture du pantalon pour répondre. Mais ils ont évolué, on peut évoluer dans la vie. Il y a que vous qui n'évoluez pas, Sébastien. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais comme on dit chez moi, méfie-toi toujours, méfie-toi encore. Méfie-toi toujours, méfie-toi encore. Et moi, je pense que l'objectif de cette mauvaise réforme, c'est de, comme disait Coluche, de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Cyril Charbonnier. L'exemple est très bon. Premièrement, il y a des caisses qui sont aujourd'hui autosuffisantes. Il n'y a pas forcément besoin. En tout cas, on peut y aller progressivement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller taper et régler le problème dans ces caisses qui sont autosuffisantes. Et puis, l'exemple du pilote est un très bon exemple parce que on sait que dans ces métiers-là, ça va être très très compliqué de pouvoir et de devoir travailler plus longtemps. Parce que médicalement, c'est souvent pas possible. C'est évident. C'est le même exemple que sur les pompiers. Enfin, on va pas faire monter un pompier à l'échelle au 8e étage à 65 ans. Ou même les déménageurs. C'est pas raisonnable. Ou les déménageurs. Donc on sait qu'il y a des métiers. C'est pour ça que les régimes spécifiques ont été inventés. Hein. Mais on peut le faire par la pénibilité. Oui, mais le problème des régimes spécifiques, c'est que à partir du moment où on a un régime spécifique qui est bien concerné par la pénibilité, il y a zéro souci, on est tous d'accord sur ça. Oui, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Le problème, c'est que dans les régimes spécifiques aujourd'hui, les régimes spéciaux, ceux qui en bénéficient n'ont pas tous des métiers pénibles. Et c'est là où ça crée aussi de la tension entre nos concitoyens. Et des inégalités. Et ça crée des inégalités. Contre les inégalités. Donc, mais moi, je me bats surtout pour un nivellement par le haut de la société et pas par le bas. Mais nivellement par le haut, on peut être tous d'accord sur ça. Et moi, c'est clair, pour la CFTC, on se bat pour que les métiers pénibles partent tôt. Et beaucoup de salariés aujourd'hui qui ont des métiers pénibles ne bénéficient pas de points de pénibilité. Et c'est ça le vrai sujet. Et pourquoi ? Mais parce à cause des régimes spéciaux ? Non. Mais pas à cause des régimes spéciaux, parce qu'on n'a jamais travaillé. Parce qu'on n'a jamais travaillé sérieusement sur la pénibilité. Jamais. Et puis, je voulais juste. Donc vous dites, la réforme par points permettrait de travailler sérieusement sur la pénibilité ? Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. On a deux sujets sur la pénibilité. C'est deux sujets qui sont différents. Il y a le système universel qui nous paraît plus juste que le système actuel, mais il ne sera juste que si associé au système universel, on a un vrai débat sur la pénibilité et j'oserais dire sur la vraie pénibilité. Mais je voudrais rajouter un mot sur un sujet essentiel qu'on n'a pas traité. Quand on parle à nos militants syndicaux, évidemment il y a la question de l'âge, mais c'est pas la question qu'on vous parle en premier de savoir si on part à 62, 63 ou 64. C'est le niveau. C'est la première question. C'est le montant. La première question qu'on vous dit, c'est j'ai travaillé toute ma vie, 8 heures par jour dans un métier souvent. Une petite retraite. Malheureusement, j'ai travaillé quasiment toute ma vie au SMIC et je touche à peine ou même pas 1000 euros par mois. Je peux vous dire que ce sujet-là, il est beaucoup plus important. Donc ça veut que dire de savoir quoi si c'est Vous 62 avez ou 63. entièrement raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de tout, c'est d'instaurer une retraite minimum. La base de tout, c'est que quand on a travaillé toute sa vie, non, mais vous plaisantez, elle est prévue à 1100 euros. 1100 euros. Non, mais il a fallu qu'on se batte pour qu'elle s'applique aux agriculteurs. C'est un peu mieux, mais c'est pas suffisant. On l'a voté, monsieur Jumel. Et c'était une proposition de loi des députés communistes. Il va falloir se battre pour que les artisans, commerçants puissent bénéficier du même socle minimum. Et il faut se battre pour que tous les métiers aient ce minimum
de dignité. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est d'accord sur la finalité. Non, on est d'accord. D'accord sur la finalité. Vous êtes d'accord dès qu'il s'agit d'exprimer des principes généraux et généreux, dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je veux revenir sur l'interpellation de l'auditeur. Évidemment, personne n'envisage qu'un pilote de ligne à 65 ans ait des vies entre ses mains avec des problèmes de vue, des risques de santé fragile et donc de sécurité abîmée. Mais personne n'envisage que son gamin en maternelle est une instite qui ne soit plus en situation d'apprendre à son enfant. Personne ne peut prétendre qu'une aide-soignante qui doit soulever des personnes âgées dépendantes puisse avoir une différence d'âge faible avec la personne dont elle s'occupe. Personne ne peut envisager. Vous savez, je vous invite dans une verrerie chez moi, à Saint-Gobain-des-Jonquières, chez Veressence, à Mers-les-Bains. Quand vous êtes au pied du four et qu'il fait 70 degrés et que vous travaillez en quart, eh ben, je vous dis que votre espérance de vie en bonne santé, elle n'est pas tout à fait la même que celui qui a fait ça. Mais on est d'accord. Sébastien Jumel, vous répétez. Mais là, tout le monde est d'accord. Mais Sébastien Jumel, vous répétez la même chose depuis le début. Vous répétez la même chose depuis le début. Donc c'est pénibilité. Et dans la pénibilité, il y a deux sujets. Je voudrais quand même qu'on vienne là-dessus. Il y a le sujet de la pénibilité qu'on peut mesurer facilement aujourd'hui, celle que décrit Sébastien Jumel notamment. Et il y a une pénibilité sur laquelle il va falloir travailler et qui est beaucoup plus dure, pour le coup, à cerner, c'est la pénibilité psychologique. Et celle-là, elle est plus compliquée à définir que la pénibilité physique. Il va quand même falloir que tout le monde soit raisonnable au bout d'un moment. Parce que quand vous demandez aux personnes s'ils ont un métier pénible, 100% des Français ont un métier pénible. Parce qu'on a toujours une certaine sorte de pénibilité. C'est différent d'avoir une sorte de pénibilité et d'avoir des points qui permettent de partir plus tôt. Parce que si tout le monde a un métier pénible, on finira parce que plus personne n'a un métier pénible. On a des critères objectifs, les maladies professionnelles. Mais tout à fait. Mais ça, il faut établir des critères. Mais tout à fait. Mais il y a beaucoup de critères à rajouter qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Bon, messieurs, c'est très intéressant. Ce que je constate, je fais un résumé. Vous êtes assez d'accord? Si, on en veut la réforme, mais pas comme ça. Bruno Millienne ne veut pas de cette réforme, pas comme ça. Et le groupe Modem dit non, absolument et fermement non à la volonté de glisser un amendement dans le PLFSS. Et vous, à la CFTC, vous êtes pareil, vous avez la même position, et vous ajoutez, nous descendons dans la rue si on ajoute cet amendement. Tout à fait. Voilà. Et nous, on dit il y aura une motion de censure. Sébastien Jumel. On dit il y aura une motion de censure si le président solitaire s'entête. Bien. Merci, messieurs, d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Sud.